les échanges entre les acteurs de terrain et les chercheurs, et c'est donc aujourd'hui avec beaucoup de plaisir qu'on accueille plusieurs acteurs de terrain, hein, enseignants primaires, formateurs d'enseignants, qui vont pouvoir un peu donner écho à ce qui a été notamment présenté au dernier webinaire, pas la semaine passée. Donc voilà, je vous rappelle qu'ABC Éduc, c'est une association voilà, l'association des chercheurs belges francophones, et que si vous voulez vous affilier, vous pouvez aller sur le site. Ça permet notamment d'avoir une réduction à la REF qui est organisée en septembre prochain. Et oui, clôture des appels de la REF qui se termine dans 3 jours. Alors, je vais directement donner la parole à Caroline, hein, je vais la laisser se présenter. Et donc, voilà, merci d'être aussi nombreux, et je vous souhaite à tous... Ah oui, ne pas oublier, donc je vous invite aussi peut-être à vous connecter au Padlet. C'est grâce à celui-ci que vous pouvez poser vos questions, parce que tout le monde n'a pas accès au chat. Et donc voilà, on vous invite à vous connecter directement au Padlet, et comme ça, quand vous pouvez suivre également en direct les questions qui apparaissent. Et si vous voulez vous-même poser une question, vous pouvez le faire. C'est Grégory qui va gérer le temps et les prises de parole, etc. Donc voilà, bon webinaire. Et je te passe la parole, Caroline. Merci. Je vais mettre le PowerPoint, voilà. Bonjour à tous, donc moi je suis enseignante, je suis en primaire et j'ai moins de 5 ans d'expérience. Et donc je vais vous présenter mon mémoire qui est sur l'accompagnement d'un enseignant débutant par un enseignant expérimenté au sein d'un cotitulariat. Donc je vais commencer par le choix du sujet et la question de recherche, les cadres théoriques et légaux, la méthodologie, les résultats, les limites et les perspectives, la conclusion, et il y aura la bibliographie. Alors, j'ai choisi ce sujet car j'ai moi-même été en cotitulariat en primaire il y a quelques années avec une enseignante qui était bien plus âgée que moi, et j'ai eu l'opportunité de pouvoir évoluer énormément grâce à elle. Elle m'a vraiment aidée, et donc la question est en quoi le cotitulariat en primaire entre un enseignant débutant et un enseignant expérimenté peut-il soutenir l'insertion professionnelle de l'enseignant débutant? Alors, je suis partie sur l'accompagnement des enseignants débutants, le cotitulariat et les dispositifs d'accompagnement existants. On remarque que l'entrée dans le métier est compliquée, ce n'est pas une surprise, et on apprend aussi qu'il y a différentes étapes par lesquelles le jeune enseignant passe. Entre autres, la désillusion, qui est un moment qui est charnière. C'est un moment où le novice va abandonner ou poursuivre, dépendant de s'il a réussi à passer les obstacles qui sont arrivés en face de lui. Et alors, il existe actuellement donc le décret mission ainsi qu'une circulaire qui est accompagnée d'un guide qui explique comment accompagner des enseignants débutants en Belgique, mais nous en parlerons plus tard. On sait qu'à partir du moment où il y a un accompagnement, il y a un déséquilibre dans la relation parce qu'il y a un accompagnant et un accompagné, avec du coup cette idée qu'on va lui apporter des connaissances et des savoirs et qu'il serait peut-être entre guillemets plus inférieur. Et on sait que la formation des enseignants expérimentés est très importante et qui pourrait permettre d'éviter certains écueils au niveau de l'accompagnement qu'ils pourraient avoir face aux enseignants débutants. Au niveau du cotitulariat, il n'existe aucun cadre légal, aucune définition scientifique. Pourtant, sur le terrain, ça existe. Et ça sous-entend 2 enseignants qui partagent la même classe et qui travaillent en alternance. Donc, le cotitulariat, ce n'est pas la même chose que le co-enseignement. Donc, il y a vraiment un partage des tâches, des matières, etc. Et c'est chacun sa partie sur sa semaine. Il existe différentes raisons au cotitulariat, et généralement, ce sont les plus âgés et les plus jeunes qui se retrouvent en cotitulariat pour diverses raisons, comme une DPPR, de vouloir diminuer, et ceux qui ont moins de 5 ans entrent en fait en tant qu'on va dire bouche-trou dans tous ces 4/5e, 3/4 temps et mi-temps. Au niveau du mentorat et du tutorat, on remarque que les définitions sont relativement similaires, qu'il y a toujours un expert et un novice, et qu'il y a une idée de relation, de confiance, de respect et de progression du novice sur différents points. Donc, on voit que c'est quand même fort proche.
Au niveau de la collaboration et du travail collaboratif, on remarque que ce sont deux mots qui sont utilisés, le travail collaboratif bien plus souvent dans les circulaires, tandis que la collaboration plus dans la littérature scientifique, mais retrouve relativement les mêmes aspects. Au niveau de ma méthodologie, c'est une étude exploratoire avec des entretiens semi-directifs de 30 à 50 minutes qui ont été faits entre mai 2021 et octobre 2021 avec 9 participants qui sont tous enseignants en primaire et qui sont tous en cotitulariat. Et ma demande était d'avoir des enseignants qui étaient à mi-temps, mi-temps cotitulariat, parce que je pensais que peut-être s'il y avait déjà une différence entre le cotitulariat, donc le plus âgé par exemple, qui avait un 4/5e ou un 3/4 temps, je voulais déjà que certaines choses soient à la même hauteur pour pouvoir avoir une certaine égalité. Alors au niveau de la méthodologie, toujours, j'ai 9 participants qui ont tous moins de 5 ans d'expérience et on remarque que beaucoup ont déjà travaillé ou déjà eu une expérience au sein de l'école, que ce soit dû à un stage ou des remplacements qui ont déjà été faits avant de se retrouver dans le cotitulariat actuel. Donc, je vous remets la question, en quoi le cotitulariat en primaire entre un enseignant débutant et un enseignant expérimenté peut-il soutenir l'insertion professionnelle de l'enseignant débutant? Au niveau des résultats, on se rend compte donc qu'il y a un décalage entre les politiques éducatives et la réalité. Je vais aussi parler du cotitulariat et des besoins des enseignants débutants ainsi que les types de soutien qu'ils ont perçus. Au niveau du décalage, donc je vous avais parlé tout à l'heure d'une circulaire pour l'accompagnement qui existe, mais en pratique n'est pas mise en place. Donc, il n'y a pas d'accompagnement qu'on appelle formel. Il n'y a pas non plus de référent désigné, en tout cas pour les 9 personnes que j'ai interrogées. Il se peut que ce soit le cas ailleurs, mais visiblement, ce n'est pas tellement le cas partout. Il n'y a pas, voire peu, d'implication de la direction dans cet accompagnement. Et s'il existe des accompagnements, alors ils sont informels et ils sont volontaires de la part des collègues. Donc que ce soit en cycle, comme je le dis ici avec le travail en cycle, qui est un bon moment, mais qui n'est pas un moment précis pour discuter de l'accompagnement. Et donc ça se fait au gré des rencontres, des remplacements du jeune. Au niveau du cotitulariat, donc je vous avais parlé qu'il y avait différentes raisons. Entre autres, j'avais évoqué la raison familiale et la DPPR que j'avais déjà en tête, et le fait aussi d'arriver en dernier, et donc les derniers servis, et donc cette idée de bouche-trou. Et celui qui était inattendu, c'est un souhait du novice. Il faut dire aussi que de nombreux enseignants que j'ai interviewés faisaient partie du master en sciences de l'éducation, la FOPA à l'UCL, et donc c'était aussi un souhait pour eux de pouvoir avoir un mi-temps ou un 3/4 temps et de ne pas travailler à temps plein. Il n'existe malheureusement pour le cotitulariat pas de moment formel alloué. Donc, il existe de nombreux débordements. Donc, c'est très énergivore. On ne sait pas où est la limite. On ne sait pas quand est-ce qu'on s'arrête, quand est-ce qu'on s'appelle, etc. Donc, c'est vrai que ça prend parfois un temps énorme et certains expliquaient que ça prenait presque un titulariat complet, on va dire 24 périodes, alors qu'ils étaient en 12. Donc, il y a aussi l'importance de la communication des échanges. Suite aux entretiens, je me suis aperçue que ça pouvait très bien se passer si la communication se passait bien. Mais à partir du moment où les échanges, la communication, il y avait quelque chose, un problème, ça bloquait. Et donc, il y a aussi beaucoup pour le jeune la peur de demander de l'aide, de paraître pour un idiot, de déranger, etc. Et donc, et aussi le fait de ne pas se mettre d'accord. Et donc, comme on peut remarquer, il explique qu'il y a des choses, lui refuse et que je trouve aberrantes et inversement, sans pouvoir discuter entre eux pour se mettre d'accord. Il existe de nombreux bénéfices si la collaboration est bonne entre les deux, comme l'intégration dans l'équipe, la confiance en soi pour le jeune, le fait de pouvoir tenter de nouvelles choses parce qu'il y a un espace, disons que quand on prête du matériel ou des feuilles, etc., ça nous permet de moins prendre du temps pour les feuilles, mais peut-être préparer d'autres choses, des découvertes plus conséquentes. Il y a aussi une meilleure compréhension de la culture de l'établissement, bien que, comme je vous l'ai dit, plusieurs avaient déjà fait leur stage. Donc, même s'ils ont fait leur stage, parfois, ils ont fait dans d'autres années et ils ont eu besoin d'avoir, par exemple, l'heure de récréation, comment ça se passe en première, deuxième, alors que j'étais en 5, 6, etc. Il y a, donc, je vous avais parlé de la relation avec un déséquilibre.
Pour certains, ils sont arrivés à un même pied d'égalité, avec une collaboration égale, on va dire, et pour d'autres, c'est encore déséquilibré, parce qu'il y a toujours l'expérience de la personne plus âgée. Et donc, même si c'est déséquilibré, il y a quand même une évolution qui est en route. Et alors, au niveau des thèmes qui sont régulièrement abordés par le jeune enseignant vis-à-vis de l'expérimenté, ben, ça va être les élèves, la gestion de la classe, la discipline, les parents avec les réunions de parents, le bulletin, l'organisation et le fonctionnement de l'école et le fonctionnement de l'équipe, comment ça se passe en équipe, etc. Et les matières qui sont à aborder avec les élèves. Au niveau du cotitularia, il y a donc 3 points d'attention. Il y a en fait cette compatibilité des caractères et des valeurs pédagogiques qui est très importante parce que beaucoup ont expliqué que si ça ne convenait pas, que le caractère ou que les valeurs étaient différentes, comme on peut parler tout à l'heure d'aberration pour l'un ou pour l'autre, eh bien, on remarque que du coup, il y a un déséquilibre et ça se passe relativement mal. Donc, beaucoup ont évoqué le fait de vouloir avoir quelque chose de commun entre eux et que ça fonctionne. Et pour ceux chez qui ça s'est pas bien passé ou bien passé, ont souvent dit « moi, je veux bien le refaire, mais à condition d'avoir quelqu'un avec qui ça match ». Au niveau de l'expérience du novice, comme je vous ai dit, beaucoup avaient déjà fait leur stage ou travaillé, peu avaient commencé avec le cotitulariat, ce qui fait que certains avaient déjà de l'expérience, ce qui les a aidés aussi à peut-être allez, comment dire, pas s'opposer, mais avoir son propre point de vue et pouvoir discuter, alors que certains peut-être auraient plus peur si j'avais pris des enseignants qui venaient juste de sortir. Et comme je vous l'ai dit, la communication est un point très très important pour que cela fonctionne bien et que ce soit logique et fluide. Au niveau des besoins des enseignants débutants et les types de soutien perçus, il y en a 3. Le matériel, l'organisationnel et le soutien affectif. Au niveau du soutien matériel, c'est lié aux besoins matériels. Donc, ça va être les feuilles, les fardes, le manuel, ce qu'on attend comme matière, etc. Donc, du pratique, vraiment. Au niveau du soutien organisationnel, c'est lié aux besoins de structure, donc avec le calendrier, le fonctionnement de l'école, les règles, etc., qui sont mises en place. Et puis, il y a soutien affectif. Et donc, il y en a 3 qui sont plus importants, qui ont été le plus souvent évoqués. Celui qui est en dessous, c'est celui que je n'avais pas imaginé. Et les 2 qui sont encadrés sont ceux qui sont arrivés qui sont revenus le moins souvent. Donc, au niveau du soutien affectif, il y a le besoin de communication, dont on a déjà parlé, le besoin relationnel et le besoin d'être accompagné. Pour certains, il y avait le besoin de se débrouiller, de pouvoir s'en sortir tout seul et de ne pas être suivi par l'autre. Et puis, il y avait le besoin d'appartenance au groupe et le besoin de reconnaissance. Au niveau du besoin de communication, c'est vraiment le dialogue et pouvoir se mettre d'accord. Au niveau du besoin relationnel, ça va être pouvoir discuter, avoir la relation de confiance et de pouvoir tout dire et de pouvoir avoir un échange constructif. Au niveau du besoin d'être accompagné, plusieurs ont évoqué le fait d'avoir besoin d'une personne qui est vraiment adaptée pour ça. Donc, certains parlent de système de parrainage, pouvoir être suivi parce que plusieurs ont dit « voilà, j'ai peur de demander ou de paraître idiot ». Et donc, je préférais que je sache qu'il y ait une personne chez qui je vais pour être sûre. Et au niveau du besoin de se débrouiller, donc voilà, certains expliquaient que ça fait partie du travail et que quand on sort de l'école normale, on a envie de se débrouiller et que parfois le jugement, c'est quelque chose de difficile et donc on a peur d'aller vers l'autre. Au niveau des limites de mon mémoire, eh bien, il y a peu d'informations sur le cotitulariat. Donc, voilà, ça a été pas toujours évident. Au niveau des entretiens, vous l'avez vu, j'ai fait de mai à octobre. Mais donc, ceux qui étaient de septembre à octobre devaient se rappeler de l'année d'avant du cotitulariat. Peut-être qu'il n'y en a pas assez aussi, c'est ce que je me suis dit, au niveau de l'échantillon. Et les enseignants étaient familiers à l'école, donc comme j'ai dit, soit stage, soit déjà avoir travaillé. Et au niveau du guide d'entretien, je pense que j'aurais pu aller plus loin dans certaines questions, approfondir sur le moment, etc. Au niveau des implications concrètes, il y en a 3. L'accompagnement des enseignants débutants, l'implication de la direction et le cotitulaire. Pour la première, donc, on demande vraiment une implication de la direction, qu'elle soit présente, qu'elle fasse partie de cet accompagnement et qu'elle s'assure que ça se passe bien.
parce que pour certains, ça ne se passe pas bien, mais on ne met rien en place non plus. On laisse un peu les choses faire. Et donc, certains trouvent ça fort dommage. Il serait intéressant aussi peut-être pour eux de faire des visites pédagogiques, donc pouvoir échanger, etc. Avoir un référent et un système de parrainage. Certains ont évoqué des réunions hebdomadaires entre débutants et ou avec ou sans référent, un peu comme on a à la haute école quand on revient de stage, etc. Un team building pour pouvoir s'intégrer dans l'équipe. Certains avaient évoqué le fait de se filmer, parce que au lieu de faire une visite pédagogique, pour ne pas être regardé et avoir le peur du jugement, et d'avoir des informations très claires, l'organisation, les ressources, un vademecum qui explique bien tout le fonctionnement. Alors, au niveau de la direction, donc ce serait intéressant de mener une étude qui interrogerait les directions d'école, d'une part pour comprendre pourquoi l'accompagnement des enseignants débutants n'est pas mis en place alors que c'est demandé, de découvrir quelle est la proportion des écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui le font, et comment est-ce que cet accompagnement se déroule concrètement, parce que nous pensons que les apports sont vraiment réels de pouvoir évoluer là-dedans. Et pour les jeunes enseignants, c'est vraiment très important qu'elles soient très présentes. Et au niveau du cotitulariat, il est impératif de formaliser, de cadrer le cotitulariat, d'avoir que ce soit légalisé pour pouvoir s'y retrouver, parce que c'est très compliqué. Ce serait intéressant de créer un contrat type entre les deux enseignants avec vraiment, voilà, quand est-ce qu'on est d'accord de discuter, de quelle heure à quelle heure, de combien de temps est-ce qu'on reste, s'il y a plus à faire, est-ce que je peux t'appeler, est-ce que c'est par mail, est-ce qu'on se voit, etc. Et mettre des limites, des règles claires pour ne pas dépasser et pas se sentir dépassé par la situation. Toujours l'importance de former des enseignants expérimentés pour pouvoir accompagner le jeune. C'est pas toujours évident et c'est aussi pour éviter certains écueils. Et alors, il serait intéressant de faire peut-être le cotitulariat sur 2 ans, car dans mon échantillon, j'ai 9 personnes et dans les 9, il y en a un qui a eu cette chance de faire ça sur 2 ans. Donc, il explique que la première année, ce n'était pas son choix, et donc il était à mi-temps, et ça s'est bien passé. Et à la fin de la première année, il a fait la demande de pouvoir continuer son cotitulariat avec la même personne. Et donc moi, je l'ai rencontré au bout de la 2e année, et il a expliqué que maintenant, il se sentait prêt à pouvoir passer à la suite et pouvoir, il avait suffisamment pris de confiance et de petites choses par-ci, par-là pour pouvoir prendre une classe tout seul. Au niveau de la conclusion, donc toujours l'importance de renforcer et de contrôler donc l'application de la politique d'accompagnement des enseignants novices parce qu'elle existe. Et donc, il faut la mettre en place parce qu'ils ont plein d'idées avec tout un guide très clair, finalement. Mais voilà, je me dis, vu que c'est une proposition, du coup, proposition, ça donne peut-être l'impression de se dire, bon, c'est pas obligatoire, on a déjà beaucoup de choses à faire, ce que je comprends, et donc, c'est pas mis en place. Je précise bien que le cotitulariat, ça peut être une forme d'accompagnement, c'est pas obligatoire, d'accord? Et au niveau de cadrer cet accompagnement, c'est vraiment important de respecter les besoins des enseignants débutants pour éviter justement cette perte massive d'enseignants qui partent de manière régulière, on va dire. Et donc, vraiment, de clôturer là-dessus, c'est l'importance de l'association des caractères et de l'aspect volontaire de l'accompagnement. Donc, ça doit être une personne plus âgée qui est d'accord de le faire, qui sait que ça va lui prendre plus de temps. Parce que prendre un mi-temps pour l'école et travailler avec quelqu'un de plus jeune, il faut le savoir, ça va prendre du temps. Et alors, la communication et la formation des référents. Et donc ici, j'ai 2 slides de bibliographie. Et voilà, je vous remercie pour votre écoute. Et voilà, si vous avez des questions, ça se passe alors sur le Padlet. Eh bien, merci beaucoup, Caroline, qui vient en effet d'expliquer qu'il y avait le Padlet où on peut poser des questions. Cette première présentation clôture la partie qu'on avait entamée la dernière fois, qui était, tiens, comment se passe le métier, qu'est-ce qu'on en dit, pourquoi certains quittent, ce que avait présenté Sandrine la dernière fois, qu'est-ce qui fait que d'autres restent, quel type d'accompagnement on peut avoir. Et donc, ceci permettait de voir un début de carrière avec le cotitulariat et les avantages que ça peut avoir et les écueils. Initial.
Donc, pardon, je crois que ça vient de couper, mais ça a repris. Présentation un peu historique de à quoi ressemblait la formation initiale et comment on est arrivé à ce qui est proposé maintenant, puisqu'on est en plein de réformes. Si quelqu'un n'est pas au courant, on peut l'expliquer un peu après, mais ça fait quand même beaucoup de bruit. Et puis, on passera à une action qui se met en place maintenant pour essayer d'améliorer justement les conditions d'insertion dès la formation initiale par les stages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Et c'est maintenant Sandrine Lotter qui va prendre la parole et partager son écran et à qui je dois une vingtaine de minutes. Si jamais ce n'est pas terminé, c'est pas grave, je dirai il reste 1 ou 2 minutes. Voilà, si quelqu'un a des difficultés pour se connecter au Padlet, qu'il le dise maintenant. Non, ça marche. Ok, à toi Sandrine, merci. Oui, merci Grégory. Donc, comme le disait Grégory, je vais vous présenter l'histoire de la formation initiale des enseignants, donc depuis la création de l'État belge jusqu'à aujourd'hui. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail de la réforme de la formation, mais l'idée, c'est vraiment de voir avec vous quel a été le parcours ayant conduit à la formation initiale telle qu'on la connaît aujourd'hui et à la réforme qui est en train de se mettre en œuvre. Donc, au tout début de l'État belge, donc lors de la création de l'État belge, on était sous ce que l'on appelle un gouvernement unioniste. Ça signifie en fait que les tenants de l'école catholique et les tenants de l'école laïque, représentés plus spécifiquement par les catholiques et par les libéraux à l'époque, fonctionnaient de manière relativement harmonieuse entre eux. Ceci étant, très vite, on a rencontré des tensions liées au fait que l'enseignement primaire se démocratisait peu à peu. Donc, on avait de plus en plus d'enfants et c'était souhaitable, bien évidemment, sur les bancs de l'école primaire, donc de l'instruction élémentaire aux alentours de la moitié du 19e siècle. Et donc, sont survenues progressivement des tensions entre les tenants de l'école catholique et le tenant de l'école officielle au sujet de cette instruction primaire. Je suis en exposé, monsieur. Et je vous remercie. Au sujet de l'instruction primaire, avec une première guerre scolaire qui a éclaté entre 1879 et 1884. Alors, ce petit préambule plus théorique et plus global pour mettre les choses en perspective avec la formation initiale à cette époque-là. Donc, les premiers textes qui ont émané à l'époque datent de plus ou moins 1842. C'est en l'occurrence la première loi organique de l'instruction primaire, ce qu'on a appelé la loi Nothomb. Et cette première loi organique, en fait, elle pose les premiers jalons d'une formation initiale des instituteurs primaires. Pourquoi? Parce qu'on constate qu'il y a de plus en plus d'enfants sur les bancs de l'école primaire, que donc on a besoin de plus en plus d'enseignants, idéalement d'enseignants qualifiés, et que donc il faut statuer un petit peu sur la formation qu'il va leur être proposée. Et à ce moment-là, on statue sur la mise en place progressive d'une formation de 2 ans. Alors, ce n'est pas 2 ans d'études postsecondaires comme on connaît des études supérieures à l'heure actuelle. C'était 2 ans qui étaient accessibles pour peu que l'on ait à sa disposition à minima un diplôme d'études élémentaires. Alors, déjà à ce moment-là, les catholiques et les laïcs n'étaient pas tout à fait sur la même longueur d'onde parce que les catholiques avaient beaucoup d'ecclésiastiques en fait qui donnaient cours de manière spontanée dans les écoles et qui n'avaient pas nécessairement de formation initiale. Alors ils jugeaient que certains faisaient ça très très bien et qu'il n'était donc pas indispensable de statuer sur la formation initiale de ces individus. À l'inverse, dans l'enseignement officiel, la volonté de former les enseignants dans ce que l'on appelait les écoles normales de l'État, hein, donc les écoles qui formaient les enseignants et qui étaient en train de se multiplier, était manifeste. Dans l'enseignement maternel, il y avait donc déjà nettement moins d'enfants qui étaient scolarisés et il n'y avait pas de
de formation initiale officielle non plus, si ce n'est l'existence d'un certificat de capacité qui n'était pas obligatoire. Donc, on pouvait à l'époque être institutrice maternelle sans avoir ce certificat, mais qui malgré tout sanctionnait du fait d'avoir suivi quelques semaines de cours. Donc, on était très loin de la formation que l'on connaît aujourd'hui, mais toujours est-il que ce certificat garantissait le fait que ces institutrices avaient suivi une formation minimale en la matière. Dans l'enseignement secondaire, évidemment, il y avait nettement moins d'enfants scolarisés que dans l'instruction élémentaire. On était à une période où l'enseignement n'est absolument pas obligatoire jusqu'à 18 ans comme aujourd'hui, n'est même pas obligatoire jusqu'à 14 ans puisque ça va intervenir juste avant la Première Guerre mondiale. Donc, dans l'enseignement secondaire, on a vraiment que les élèves des classes les plus favorisées qui y accèdent. Et donc, on a un besoin d'enseignants, certes, qui augmente, mais qui est nettement moins manifeste que dans l'enseignement primaire. Néanmoins, il y a déjà des formations organisées par les écoles moyennes, et les tenants de l'école officielle, donc les libéraux à l'époque, poussent vraiment pour que un maximum de diplômés aient validé ce cursus de formation. Alors, si on avance un petit peu sur la ligne du temps, on se retrouve donc à cheval sur le 19 et le 20e siècle, avec une période qui continue à être caractérisée par une démocratisation de l'instruction élémentaire, donc de l'enseignement primaire, une obligation scolaire entre 6 et 14 ans qui intervient en 1914, qui sera concrètement mise en place après la Première Guerre mondiale, et un début de développement de l'enseignement technique, donc d'une partie de l'enseignement secondaire qui mène plus directement à la pratique d'un métier que ce qui était proposé par les Athénées, et qui en fait est de plus en plus accessible à des enfants de classes plus défavorisées qui avant n'avaient absolument pas accès à l'enseignement post-primaire, mais qui y accèdent de plus en plus via la mise en place de bourses, d'une promotion des meilleurs élèves, et donc de bourses qui leur permet de financer le coût de la scolarité, qui dans l'enseignement post-primaire n'est pas gratuite à cette époque. Ces éléments de contexte, ils ont un impact sur la formation initiale. Dans l'enseignement primaire, on connaît un allègement de la formation des instituteurs. En 1984, les catholiques reviennent au pouvoir. Ils souhaitent justement protéger leurs ecclésiastiques non formés. Donc, ils rétrogradent quelque part la formation initiale, mais leur pouvoir est limité à quelques années. Et donc, une dizaine d'années plus tard, on renforce à nouveau la formation initiale, les libéraux étant revenus au pouvoir, et les socialistes interviennent à cette époque avec la création du parti de l'époque. Et donc, les tenants de l'école officielle sont toujours les libéraux, rejoints progressivement par les socialistes. Alors, à cette époque-là, sur la période 1896-1923, on a une école normale primaire, donc l'école qui forme les futurs instituteurs primaires, qui est existant et qui est portée à 4 années d'études. Donc, toujours pas 4 années d'études postsecondaires, mais des études qui sont essentiellement en fait accessibles si on a validé l'école primaire. On peut aussi devoir valider certains cours préparatoires, donc il y a des exceptions, mais certains futurs instituteurs doivent passer par là. Et c'est accessible si on rentre dans la tranche d'âge 15-22 ans.
on est dans une période où l'instruction élémentaire devient obligatoire et donc on a besoin d'enseignants. Et donc, il y a vraiment une volonté de plus en plus manifeste d'inciter les futurs enseignants à se former et à disposer du diplôme adéquat. Dans l'enseignement maternel, en 1898, une formation toujours de courte durée, hein, toujours de quelques semaines est organisée, davantage structurée qu'auparavant, et elle conduit à l'existence à l'obtention plutôt d'un certificat de capacité. Progressivement, à partir des années 20, on travaille de plus en plus sur l'allongement et le contenu de cette formation pour en arriver à une formation de 2 années qui est pour partie spécifique à la formation des instituteurs, identique à la formation des instituteurs primaires et spécifique pour une autre partie aux instituteurs maternels. Dans le secondaire, on est dans une période où on réfléchit sur la manière de structurer la formation des enseignants qui professent dans l'enseignement moyen, donc ce qui est actuellement l'équivalent du secondaire inférieur, mais aussi des enseignants qui professent dans ce qu'on appelait les athénées, donc les écoles qui dispensaient un cycle long de formation sur 6 années, et on confie ces formations aux universités. On avance sur notre ligne du temps aux alentours de la fin, enfin donc sur les 30 glorieuses en fait, entre la fin de la Première Guerre mondiale et qu'est-ce que je raconte? Sur l'entre-deux-guerres plutôt, entre la fin de la Première Guerre mondiale et la deuxième, on est toujours sur une période où les tensions qui étaient moins manifestes avant les années 20 commencent de nouveau à s'exacerber, non plus au sujet de l'instruction élémentaire, mais davantage au sujet de l'enseignement secondaire qui, à cette époque, se massifie, et on en arrive à la deuxième guerre scolaire qui mènera à la promulgation du pacte scolaire en 1959, pacte qui sera à l'origine de la création des réseaux d'enseignement que l'on connaît, et donc d'une émission minimaliste des réseaux dans les réseaux voisins, ce qui permettra une cohabitation nettement plus pacifique entre les catholiques et les laïcs sur le paysage scolaire. En termes de formation, dans l'enseignement primaire, on est entre 23 et 26 à un allègement de la formation initiale qui sera de courte durée. De nouveau, on est dans une succession de gouvernements, une fois catholiques, l'autre fois plus libéraux socialistes, et donc avec des intérêts divergents. Toujours est-il que cette formation est renforcée à partir de 1926 avec 4 ans d'études, cette fois après les études moyennes. Donc ça devient des études non pas supérieures, mais qui interviennent après l'obtention non plus d'un diplôme primaire, mais d'un diplôme d'études moyennes, et une année préparatoire obligatoire. En 1952, la première loi organique de l'enseignement normal primaire est promulguée et maintient ces dispositions. Et en 1957, la loi Collard, donc, qui est une loi qui privilégie l'enseignement officiel, hein, Léo Collard étant socialiste, et elle assimile l'enseignement normal au cycle supérieur de l'enseignement moyen, ce qui signifie qu'à cette époque, donc juste avant la promulgation du pacte scolaire, à cette époque, les instituteurs qui obtiennent le diplôme d'instituteur reçoivent parallèlement à cela un diplôme d'humanité. Pour les instituteurs maternels, on est dans une formation de 3 puis de 4 années, toujours pour partie spécifique et pour partie identique à celle des instituteurs primaires, mais qui est également accessible après l'obtention d'un diplôme d'études moyennes, donc du cycle inférieur de ce qu'on appelle maintenant l'enseignement secondaire, et qui ne mène par contre de ce côté-là pas à l'obtention d'un diplôme d'humanité. En secondaire, en 1929, il y a une structuration
de la formation initiale des enseignants amenés à travailler dans ce qu'on appelle maintenant l'enseignement secondaire supérieur et donc des AESS, ce qui n'existait pas préalablement. Alors, on avance toujours sur notre ligne du temps. On est désormais aux alentours des années 60, 70 et 80. Dans les années 60, on est face à une massification de l'enseignement secondaire qui est de plus en plus manifeste. L'enseignement primaire, lui, il est obligatoire donc depuis les années 20. Dans l'enseignement secondaire, cette massification, elle rend complexe d'une part le fait d'accueillir des élèves avec des profils de plus en plus différents. Je ne vous apprends rien, c'est toujours le cas actuellement. On met en place des filières d'enseignement et on a besoin de plus en plus massivement, évidemment, d'enseignants. Et donc, ça devient relativement compliqué, d'une part, de ne plus engager certains enseignants qui ne possèdent pas le titre requis. Donc, il y a de moins en moins de dérogations qui sont accordées. On impose de plus en plus la nécessaire détention d'un titre requis. Et il y a d'ailleurs un arrêté royal à l'époque qui est promulgué en 69 à ce sujet. Mais face à la promulgation de cet arrêté royal qui hiérarchise en fait les diplômes pour enseigner dans chacune des fonctions, eh bien, on a une levée de bouclier des acteurs en charge du recrutement, les directions, mais également les acteurs travaillant à l'échelle des PO, qui mettent en évidence que ce n'est pas toujours possible de pouvoir recruter l'enseignant qui possède le bon diplôme. Et donc, il y a un discours de plus en plus manifeste de pénurie d'enseignants qui s'observe avec une prise en considération officielle en 75 permettant de recruter quand on ne dispose pas d'enseignants ayant les titres requis, des enseignants qui n'ont pas ce titre et une hiérarchisation des titres qui devient officielle et à cette époque qui est propre au réseau officiel d'une part et au réseau subventionné d'une part et au réseau organisé par la communauté française et puis la Fédération Wallonie-Bruxelles d'autre part. Alors, en ce qui concerne la formation initiale, donc on en arrive à cette époque à la mise en place d'études postsecondaires avec une uniformisation de la durée et du lieu de dispense pour les instituteurs, tous les instituteurs et les régents. Donc, seuls les AESS ne reçoivent pas 2 années d'études postsecondaires dispensées à l'époque par ce que l'on appelait les instituts supérieurs pédagogiques et donc accessibles après l'obtention d'un diplôme du secondaire. Et donc, on intègre les formations initiales dans le paysage de l'enseignement supérieur. En 1984, on allonge cette formation. On passe de 2 à 3 années d'études post-secondaires et on en arrive en fait à la formation telle qu'on la connaît dans les grandes lignes à l'heure actuelle, avec des formations organisées à l'époque par les instituts supérieurs pédagogiques qui deviendront les hautes écoles départements pédagogiques à partir de 95, d'une durée de 3 ans, qui propose des programmes de type simultané pour les futurs instituteurs maternels, primaires et pour les régents qui sont depuis 2004 appelés les AESI. Pour ce qui est des individus qui se destinent au cycle supérieur de l'enseignement secondaire, donc au secondaire supérieur, les 3 dernières années, les formations sont organisées par les universités ainsi que par les écoles supérieures des arts pour les futurs enseignants de cours artistiques. Des formations organisées sur une durée s'étalant de 4 à 6 ans avec une formation à l'enseignement d'une demi-année. Et ce sont là, dans ce cas, des programmes qui sont consécutifs, avec une formation disciplinaire de haut niveau et de longue durée, associée à une formation pédagogique
et la création en 2004 avec le décret Bologne des masters à finalité didactique. Et donc, ça conduit à l'existence de licenciés et maintenant de maîtres dans une discipline, également titulaires d'une agrégation ou de master à finalité didactique. Pour les enseignants qui se destinent davantage aux cours techniques et de pratiques professionnelles dans le qualifiant, la formation est essentiellement organisée par les centres de promotion sociale. Une formation sur une année jusqu'en 2015, 2 ans maintenant essentiellement en horaire décalé, avec l'obtention du CAP. Et c'est une formation qui est souvent proposée à des individus qui, au préalable, disposaient d'une expérience professionnelle. Alors, j'en arrive à aujourd'hui. Depuis les années 90, on est face à un discours qui soutient le nécessaire développement d'une professionnalisation du corps enseignant, une professionnalisation qui fait écho au développement d'une logique de compétence avec le décret mission, de la notion de praticien réflexif, au fait qu'on est face de plus en plus à une pénurie d'enseignants et que donc il est important de former adéquatement les enseignants pour qu'ils ne quittent pas précocement le métier et pour qu'on puisse justement essayer de limiter cette problématique de la pénurie qui est davantage imputable au départ précoce de la profession. Et donc, dès les années 90, on en arrive à réfléchir à l'allongement de la formation initiale des enseignants, à l'implication ou non des universités dans toutes ces formations pédagogiques. Pour les instituts de promotion sociale, on encadre le CAP en 91. Dans les années 2000, PISA vient complexifier un peu les choses en écrivant noir sur blanc que nous sommes moins bons que nombre de nos voisins en termes d'efficacité et d'équité du système éducatif. Donc, on réfléchit, on se dit qu'un système plus efficace et plus équitable ne peut passer que par, entre autres, une formation initiale renforcée. On a une promulgation officielle d'un décret portant sur la pénurie et on se dit de plus en plus que l'allongement de la formation initiale des enseignants devient inévitable. Dans les années 2010, les choses sont davantage encadrées à la suite d'un discours prononcé à la rentrée de l'année académique 2010-2011 par le ministre en charge de l'enseignement supérieur de l'époque, qui était Jean-Claude Marcourt, et qui estime qu'il faut vraiment réfléchir concrètement à la mise en œuvre de cette réforme, et s'est couché dans la déclaration de politique communautaire 2009-2014 avec pour volonté d'une part de réfléchir au fait que nous sommes face à un unique métier, que ce soit des enseignants travaillant dans le maternel, dans le primaire ou dans le secondaire, que l'allongement est inévitable, que les universités ont tout leur sens dans une implication pour l'ensemble des cursus d'études, et que la logique de tuilage, donc le recouvrement des différents niveaux, est à préconiser. On en arrive en 2019 à la promulgation du décret. Oui, j'ai fini, Grégory. Tu as encore 30 secondes, termine quand même ce que tu... Ok, j'ai fini. Promulgation du décret en 2019, qui est mise au frigo par la DPC actuelle pour être repensée et qui est actualisée ici en 2022 pour une mise en œuvre en 2023. Et en ce qui concerne le CAP, il a été repensé et allongé en 2015. Voilà, je vous remercie. Ah, merci Sandrine, désolé de t'avoir coupé la chic comme ça, c'était pas tout à fait mon intention, mais... Il n'y a pas de souci, c'est moi qui suis longue. Je remercie pour ce développement historique qui permet peut-être aux plus jeunes d'entre nous de comprendre pourquoi les hautes écoles sont encore appelées écoles normales, par exemple, ce qui n'a rien à voir avec la normalité. Nous allons maintenant passer à justement cette formation initiale qui débute, qui se repense, comment on peut la faire, et donc une expérience menée actuellement à une échelle large, et ici on a une expérience même qui peut être présentée. Plusieurs questions sont déjà dans le Padlet.
pour Caroline et Sandrine, si vous voulez répondre par écrit, vous le pouvez, mais vous aurez le temps de vous exprimer aussi après la présentation que vont nous faire Sylvie et Sarah. Voilà, je vous passe la parole. Merci. Merci. Est-ce que mon diapo est en plein écran? Je ne pense pas. Hein. Non, Voilà. il n'est pas. Voilà, là, il y est. OK, d'accord. Alors, ben voilà, nous ici, nous avons conçu cette présentation que nous allons faire à deux voix dans le cadre du GREF. Le GREF, c'est un groupe de recherche inter-institutions. Il y a tous les logos des institutions dans le bas de la DIA, qui regroupe à la fois des formateurs et des chercheurs autour des questions d'insertion professionnelle. On a remis deux questions qui permettent un peu de mettre des mots sur nos préoccupations. À la fois donc la formation que nous donnons aux futurs enseignants donc dans les différentes institutions, les prépare-t-elle suffisamment à l'entrée dans le métier? Et aussi, entrer dans le métier, c'est plus qu'enseigner et comment préparer les étudiants à leur futur rôle organisationnel. Alors, le rôle organisationnel, il est lié à la notion de socialisation organisationnelle. C'est quoi cette notion? C'est le processus d'apprentissage qui est continu et dynamique de l'enseignant en milieu de travail, donc dans un établissement scolaire, qui lui permet d'acquérir, de s'approprier les connaissances et compétences sociales nécessaires pour être un membre à part entière d'une école particulière. C'est vraiment ça, ce rôle organisationnel, c'est être membre à part entière d'une école et de comprendre et d'agir, comprendre sa culture, ses normes, ses valeurs, les attentes. Une hypothèse qu'on lie à ce rôle organisationnel, c'est que l'implication des stagiaires au niveau méso, classiquement, les stages, ils sont calibrés au niveau micro, c'est-à-dire la classe. Le stage, c'est mener des activités, préparer des activités, mener des activités, donc au niveau micro. Et donc l'hypothèse ici, c'est de se dire qu'impliquer les stagiaires aussi au niveau méso dans leurs écoles de stage pourrait peut-être faciliter l'insertion professionnelle future parce qu'ils auraient cette expérience d'être un membre, non pas de la classe, mais un membre de la classe et de l'école. Et dans la réforme de la formation initiale des enseignants, en 4e année, on parle d'un stage long qui devrait permettre à l'étudiant de pouvoir exercer l'ensemble des domaines de compétences de son futur métier. Donc, il nous semble que là, on est à la fois sur du micro et du méso. Alors, dans le cadre du GREF, on mène notamment, il y a toute une... on vous invite d'ailleurs à aller voir notre site. On a mis l'adresse en début. Je le remettrai sur le Padlet, l'adresse du GREF. Comment on mène une recherche-action. Cette recherche-action, c'est quoi le but? C'est de co-construire un stage, un dispositif de stage qui permettent à l'étudiant de s'intégrer, de naviguer, de comprendre et jouer un rôle dans l'organisation. Et on va voir un peu comment il s'est passé en mars ici 2022. Donc ça, c'est vraiment le but de cette recherche-action. Elle se passe au niveau de quels acteurs? Au niveau de stagiaires de Bac 3 institut primaire dans 7 écoles fondamentales qui sont reliées aux 5 hautes écoles du GREF. Donc, ces 7 écoles accueillent des stagiaires, soit de l'AELA, soit de Vinci, soit de Galilée, soit d'Elmo ou soit d'Enalux. Parmi les maîtres de stage, directeurs, superviseurs de ces 7 écoles primaires, certains sont impliqués dans la co-construction du stage. Donc, ils ne sont pas tous évidemment impliqués. Il y a 3 directeurs, 6 maîtres de stage, 3 novices. 3 novices, c'est des enseignants qui étaient dans leur première année d'enseignement en 2021. 4 superviseurs, 8 membres du GREF et 2 étudiants-chercheurs des mémorants à la FOPA à l'UCL. Donc,
on a pendant 5 rencontres, on avait déjà fait une rencontre en distanciel en 2021, et puis 4 rencontres depuis octobre. On a co-construit ce stage, ce dispositif, et on l'a implanté entre février et mai. Certaines hautes écoles, ils sont encore en train de faire le stage. Ici, le témoignage qu'on va faire dans cette petite présentation, le stage s'est passé du 7 mars au 1er avril, et c'était donc un stage de 4 semaines. Donc voilà, je vais nous présenter, hein. Sylvie qui a pris la parole pour commencer, et donc qui est superviseur de stage à la Haute École et professeur aussi ici à la Haute École Namur-Liège-Luxembourg. Moi-même qui suis directrice de 2 écoles, donc Sainte-Marie qui comprend l'implantation de Flawin et de Suarlé avec 360 élèves. Et donc voilà, nous sommes réunis toutes les deux pour préparer ensemble ce stage pour qu'il soit évidemment le plus efficace possible et qu'on puisse continuer à mener aussi notre recherche, puisque c'est là-dedans qu'on est, et donc ça ne va pas s'arrêter là, mais donc il va y avoir bien sûr une suite par rapport à ce stage et comment il s'est passé. Alors, un peu le cadre du stage, donc 4 semaines, et pour chaque semaine, donc 24 périodes au total, ils avaient 16 périodes de stage qu'on a appelées classiques, avec des sujets de leçons à l'initiative du maître de stage ou de l'étudiant, et alors 8 périodes par semaine où ils sortaient de ce stage classique, et on l'a intitulé stage contrat, où ils avaient une série de tâches à mener idéalement hors de la classe et à planifier à partir d'une liste de possibles. Sarah vous expliquera après la liste de tâches et d'intervenants possibles avec lesquels ils pouvaient collaborer. Et ça, c'est un travail qui est issu de ce qu'on a co-construit avec les autres membres de la recherche-action. Et on leur demandait, dans ces listes-là, de se positionner par rapport à 3 axes. Soit ils proposaient, soit ils s'intégraient dans quelque chose qui existait déjà, ou soit ils personnalisaient plus leur parcours de formation. Ça, c'était un peu une notion un peu différente sur laquelle on ne reviendra pas forcément aujourd'hui. Voilà, donc Sylvie a présenté ce cadre aux stagiaires, et moi j'ai fait le relais auprès des maîtres de stage de l'école. Elles étaient donc 2 en 2 classes de 3e, 4e primaire, donc à double niveau. Évidemment, ce changement a entraîné quelques petites réactions, quelques réticences aussi. Une difficulté assez grande de se représenter le stage. Tiens, on n'est plus dans un stage où l'étudiant viendra prester 24 périodes au sein de la classe. La première question, c'était mais qu'est-ce qu'on va faire quand notre étudiant ne sera pas dans la classe? Donc voilà, ça les a mis un petit peu en difficulté par rapport à cette nouveauté. Difficulté aussi de planifier. Mais chaque école a ses réalités. Dans la mienne, on a 2 enseignantes qui sont en congé pour prestations réduites. L'une est en congé le lundi, l'autre le jeudi. Comment va-t-on planifier ça? Tiens, c'est compliqué. Donc là aussi, on est rentré dans une discussion autour de cela pour les aider à planifier. Il y a eu aussi des réactions au niveau des stagiaires. Une école, on doit aussi, c'est une petite société, on doit s'adapter, on doit arriver à être polyvalent, à se rendre compte des réalités de terrain et à pouvoir s'adapter très vite. Il y a une étudiante qui a dit, moi, en vivant ce stage, j'ai compris que remplacer un professeur absent le matin, c'est dans la réalité du terrain, ce à quoi je ne pense pas d'habitude.
Mais clairement, on les sentait évidemment, et c'est normal, hein, totalement désorientés. La première chose que j'avais quand je disais, ben, écoute, ce matin, là, il va y avoir un petit changement, c'était, oui, mais dans l'horaire que j'ai envoyé à la haute école, ça n'y est pas, ça ne va pas aller. Donc, vous voyez, ils se raccrochent encore assez fort à ça. Il a fallu bien les rassurer, autant le stagiaire que le maître de stage. Alors, dans les consignes de stage qui ont été proposées aux élèves, hein, ben, voilà, c'était pouvoir rencontrer différents intervenants possibles. J'ai un petit peu expliqué, Sylvie a fait pareil avec les étudiants, je les ai reçus dans mon bureau, c'est pouvoir se dire, ben oui, on est dans une classe, c'est très bien, on est dans un niveau 3-4, c'est super, on s'investit pour cette classe, mais l'école, ce n'est pas que ça. L'école, c'est un tout, et la première intervenante, d'ailleurs, on a bien parlé, c'est pouvoir gérer des parents, c'est pouvoir gérer de l'administratif, c'est pouvoir se rendre compte qu'autour d'une classe, il y a beaucoup de partenaires extérieurs et l'importance aussi de collaborer avec ces personnes-là. Ben voilà, on a des maîtres spéciaux. Professeur de néerlandais. Chez moi, on a une maître spéciale en BCD, donc elle s'occupe de tout ce qui est littérature jeunesse. On a des relais numériques dans mes 2 écoles. On a 2 personnes qui sont référents numériques. C'est important de le savoir, même pour un stagiaire. Ben, il y a la direction, évidemment, qui n'est pas toujours sur le terrain puisque je passe d'une école à l'autre. C'est pouvoir se dire, ah ben tiens, voilà, j'ai une urgence, la direction n'est pas là. Ben, on a le personnel administratif. De qui est-il composé? Quel est vraiment son rôle? À qui est-ce que je dois m'adresser pour telle question? Est-ce que ce sera plutôt à la direction, personnel administratif, au maître de stage? Il y a les membres du PO, ça reste souvent abstrait pour des étudiants. Les surveillants, le personnel d'entretien, de cuisine, d'ouvriers, toute l'association de parents qui gravite autour de l'école, les centres PMS. Les assistants de l'école, les partenaires extérieurs, toute une série évidemment de personnes qu'on ne rencontre pas toujours ou auxquelles on ne s'intéresse pas toujours quand on est uniquement au sein de sa classe. Je les ai invités autour d'une petite liste à choisir des activités auxquelles il ou elle pourrait graviter autour de la classe et donc dans ce détachement de quelques périodes en dehors de la classe. Alors, ben, avec Sylvie, on a fait ce choix parce que ça correspondait aussi à ma réalité d'école. Donc, voilà, mais cette liste, évidemment, n'est pas exhaustive et il y a plein d'autres rencontres qui pourraient se faire. Mais par exemple, je leur ai parlé des projets d'intégration. Dans mon école, on a quelques projets d'intégration. Et je trouve important, d'autant qu'il y a un élève de la classe de 3e, 4e qui est en intégration, je trouve important d'aller voir comment fonctionne le projet d'intégration. Et il fonctionne très certainement différemment d'une école à l'autre. Le projet d'école numérique, voilà, je leur ai proposé d'aller voir qui était la référente numérique et quel était vraiment son rôle. Comment la stagiaire pourrait, elle, intégrer cela aussi dans son stage. Le plan de pilotage, est-ce que ça leur parle à nos jeunes, le plan de pilotage? Quand on arrive dans une école, je ne pense pas que c'est la première chose qu'on leur dit et ce dont on leur parle, mais elles sont arrivées chez nous avec 2 journées pédagogiques qui étaient prévues dans l'horaire. Et ça gravitait autour du plan de pilotage. Donc, je trouvais qu'il était important d'aborder ce sujet-là aussi dans la thématique. Ben, voilà, c'est en lien avec en dessous les journées pédagogiques, pouvoir s'engager dans des journées pédagogiques, s'engager aussi dans des réunions de parents.
Il me semble important aussi parce que c'est une difficulté quand ils arrivent sur le terrain, c'est pouvoir dialoguer avec les parents, savoir ce qu'il faut dire et comment mener à bien une réunion. Et enfin, participer à tout ce qui est conseil de classe, délibération, faire des surveillances, évidemment, dans le respect de tout le monde, afin que tout ça se passe bien. Alors, on va continuer dans cette expérience avec déjà un peu, tu as déjà un peu abordé la première question, hein. Quels intervenants, quelles tâches les étudiants ont effectivement fait, vu que la DIA précédente, c'était les possibles, comme Sarah l'a dit. Donc, tu as parlé de l'intégration, de l'école numérique, mais ils t'ont suivi aussi. Ils sont venus voir, évidemment, oui, 2 périodes semaine. Elles sont venues dans mon bureau, chacune à leur tour. Voilà, elles avaient fait le choix aussi de suivre la direction. Voilà, pas évident non plus parce qu'on a des urgences. Et donc, elles sont parfois arrivées là quand je devais gérer des urgences. Donc, voilà, elles étaient, je pense, en plein, en plein dedans. Est-ce que les étudiants avaient, de ton point de vue, en tout cas des indices que tu as pu prendre dans ton école, les prérequis nécessaires pour s'intéresser à ces différentes tâches et ces intervenants? Alors, ça, on en a quand même discuté pas mal. J'ai le sentiment, en tout cas par rapport à l'expérience qu'on a vécue, qu'il y a tout un vocabulaire qui reste compliqué pour des jeunes étudiants qui arrivent en stage et pour de jeunes enseignants qui arrivent sur le marché du travail. On jongle avec un vocabulaire qui n'est pas toujours simple, les FLA, l'intégration, les ALE, il y a les référents numériques, ça peut aussi ne pas toujours leur parler. Les forms, j'ai aussi parfois des parents, ils m'ont interpellée en me disant, mais ça veut dire quoi un forms? Et donc là-dedans, je me suis demandé si les étudiants avaient bien justement tous ces prérequis, le PO, s'ils savaient quels étaient les rôles de chacun dans les écoles et les obligations décrétales, évidemment, parce qu'elles sont obligées d'avoir des ALE dans l'école. Tiens, non. Voilà. Par contre, du FLA, est-ce qu'on est obligé? Il y a plein de réponses possibles par rapport à l'école et aux réalités de terrain. Donc, par rapport aux prérequis, c'est une question qu'on s'est posée. J'avais le sentiment, en tout cas, que ce vocabulaire n'était pas toujours acquis ou connu des étudiants. Un des objectifs, hein, l'objectif, pas un des objectifs, l'objectif principal des 8 périodes par semaine hors de la classe, c'était donner l'occasion vraiment de, on a repris les mots, hein, s'intégrer, naviguer, comprendre et jouer un rôle dans l'organisation. Qu'est-ce qu'on peut en dire ici? Et ce qui est aussi, je passe à la question suivante parce que c'est intéressant de les voir en parallèle. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs pour ces 8 périodes hors classe que celui de s'intégrer? Oui, la première réflexion qu'on a eue par rapport à ça, c'est que dans la classe, il y avait ce sentiment d'être un stit. On prend toute sa place au sein des apprentissages avec les enfants et là, on est à l'aise. Par contre, au sein de la classe, avec ma maître de stage, j'écoute les conseils, je me sens stagiaire. Et puis en dehors, je gravite en parlant un peu avec toutes les collègues. Certaines se sont senties instites. On n'a pas les réponses de tout le monde. Je serais curieuse de savoir dans d'autres écoles quels ont été les ressentis, parce que je pense que ça dépend aussi très fort de la grandeur de l'école, de l'accueil des stagiaires. Tout ça est évidemment lié. Mais peut-être que je rebondis juste sur ce que tu dis. On n'a pas les réponses de tous. Peut-être qu'on pourrait aussi vous dire qu'on leur a posé cette question-là. Quand vous étiez en dehors de la classe, est-ce que vous vous sentiez instit en quoi? Donc, c'est vraiment un vocable qu'on leur a donné dans leur carnet de bord aux 4 étudiants qu'on a suivis de manière plus fine. Et donc, voilà, certains disaient ça, mais on n'a pas la réponse de tout le monde. Pour remettre une petite couche de contexte par rapport à ça.
Voilà. Oui, et alors par rapport à ces 16 périodes, voilà, il y avait ces 16 périodes et on les a senties quand même un peu bloquées par rapport aux 8 périodes. Est-ce que je dois faire, voilà, est-ce que je dois préparer les choses? Est-ce que je serai évaluée? Ça, c'était leur grande question, évidemment. Est-ce que je serai évaluée par rapport aux 8 périodes hors de la classe? Donc voilà, on s'est dit, ben, tiens, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ces 8 périodes? Est-ce qu'elles devraient être plutôt placées avant, lors des préparations, pour que l'enseignant, le stagiaire puisse préparer en fonction des observations et de ce qui en découle? Ça, voilà, on est déjà allé un petit peu plus loin dans nos questionnements et se dire, tiens, est-ce que ces 8 périodes étaient bien placées finalement? Voilà. Je ne sais pas si oui. c'est encore... Non, moi, je n'ai plus rien à ajouter. On vous rend la parole, on rend la parole à Grégory. Et puis, si vous avez des questions, il y a le Padlet. Merci beaucoup à toutes les deux pour cette présentation à deux voix où j'ai trouvé particulièrement intéressant l'échange comme vous l'animiez. Et d'ailleurs, les questions. On a votre fond d'écran maintenant. Voilà. Super. Comme ça, on vous voit en grand. Mais c'est bien aussi. Ce que je propose maintenant à chacun et chacune, c'est de se tourner vers le Padlet pour peut-être y poser des questions. Certains ont déjà trouvé une réponse. Vous verrez dans le Padlet aussi qu'on vous propose, toutes et tous, d'indiquer dans une dernière colonne les souhaits que vous auriez pour un prochain sous la loupe, que ce soit sur la forme ou sur le fond. On teste cette manière de faire pour pallier les difficultés de se rencontrer à cause des conditions sanitaires passées, mais on pourrait toujours faire des ABCD et encore des sous la loupe, et pour ça, vos avis sont évidemment les bienvenus. Alors maintenant, je vais reprendre les questions pour pouvoir y répondre. Donc vous avez chacun sous les yeux, mais comme ça, je peux les organiser. Je vais prendre une des questions. Enfin, une des questions, mais je vois qu'on y a un peu répondu. Existe-t-il un lien avéré entre l'amélioration d'un système éducatif et l'allongement, dans ce cas c'est la masterisation, et ou le fait de passer par l'université, de la formation initiale? Est-ce que l'un des intervenants souhaiterait y répondre? Et je pense aux intervenants d'aujourd'hui, mais aussi de la dernière fois, donc je pense à Virginie et moi également. Est-ce qu'il y a un des intervenants qui souhaiterait répondre à cette question? Moi, je veux bien. En fait, j'y ai répondu par écrit, mais assez brièvement. Alors, un lien avéré, c'est assez compliqué à mesurer en l'état, et à ma connaissance, il n'y a pas eu de recherche spécifiquement là-dessus. Toujours est-il que, de manière générale, les enquêtes PISA mettent en évidence, et ce depuis le début des années 2000, que les systèmes éducatifs les plus efficaces, donc les systèmes éducatifs pour lesquels les élèves présentent les résultats les plus élevés, mais également les plus équitables, donc pour lesquels la différence de résultats entre les élèves les plus défavorisés et les élèves les plus favorisés est la moins marquée. Ces systèmes éducatifs sont des systèmes qui portent vraiment un intérêt manifeste et prévalent aux enseignants et à leur formation. Et donc, ce sont des systèmes au sein desquels le métier d'enseignant est extrêmement valorisé d'un point de vue sociétal. Et ce sont également des systèmes qui proposent une formation de niveau universitaire à l'ensemble des enseignants, ou à tout le moins aux enseignants primaires et secondaires. Je ne t'entends pas, Grégory. Pardon, je vais couper au micro. Je disais merci beaucoup. J'ajouterais que Eurydice, qui est un système d'information sur les systèmes de formation, notamment européens, mettait en évidence il y a déjà une petite dizaine d'années l'importance de la longueur de cette formation par rapport aux résultats scolaires. Donc, elle ne se basait pas que sur PISA, mais aussi sur une description de chacune. Alors voilà, ça ne veut pas dire que c'est mon avis ni celui de Sandrine, mais voilà ce qu'on a comme information sur lesquelles notamment les décisions se sont portées dans la description historique et politique qu'on a fait Sandrine. C'est grâce à ces observations des résultats dans les autres pays.
Vous avez vu que la liste de questions s'allonge. Je vais en poser une à Madame van der Linden. Et puis, je poserai une qui est adressée plutôt à Caroline. Il y a une question qui est: avez-vous questionné la proportion de périodes utilisées hors classe? Et donc, on a le ratio entre 8 périodes sur 16. Est-ce que c'est pas trop ou trop peu? Donc, c'est pour Sylvie et ou pour Sarah, évidemment. Si l'une des deux a un avis sur cette question. Un avis au sein du greffe, dans les 7 écoles primaires et donc 5 hautes écoles, on n'a pas fait les mêmes proportions. Donc moi, je vais revenir sur la proportion Enalux. Et cette proportion-là, on l'a choisie en équipe Enalux avec nos collègues de Champion et de Malone parce que cette proportion a été testée sur pas uniquement les 2 écoles qui font partie de l'échantillon du greffe. Et on s'était dit dans la proportion que cette proportion-là permettait de vraiment avoir un suivi sur les 4 semaines. Que si c'était, par exemple, 8 périodes sur tout le stage, ça allait être quelque chose qui allait peut-être être un peu périphérique et qu'ils n'allaient pas savoir s'engager. L'idée, c'était d'avoir, même si on voulait qu'il y ait une diversité, évidemment, dans la prise en charge de choses hors de la classe, d'activités hors de la classe, on voulait qu'il y ait un suivi d'une semaine à l'autre. L'idéal, par exemple, aurait pu être, au niveau de l'intégration ou du centre PMS, d'abord être plutôt observateur, semaine 1. La semaine 2, je suis un peu plus en coaction avec l'intervenant. Et puis semaine 3 et 4, je propose des activités et je suis plutôt acteur. Donc, on voulait avoir cette possibilité-là. Il y a eu une variété de stages, vous l'imaginez bien, mais on voulait avoir ça. Pour compléter ce que Sylvie dit, moi, les stagiaires sont venus 2 périodes semaine dans mon bureau à la direction. Je pense que ça aurait pu être moins de périodes, ça leur a peut-être paru long. Dans notre idée de départ, je pense que nous ne voulions pas figer ces 8 périodes à un thème répétitif pour chaque semaine. Je pense qu'on était d'accord avec ça. Ils auraient pu choisir 2 heures de direction et puis la semaine d'après, aller compléter en intégration un peu plus d'heures en fonction des besoins. Sauf qu'ici, voilà, c'était un tout nouveau test pour les étudiants et ils se sentaient, il n'y a rien à faire, ils se sentaient encore très ancrés dans un horaire, dans une répétition. Et donc, voilà, c'est resté fort figé. Mais l'idée était aussi de pouvoir, en fonction des besoins, pouvoir aller voir peut-être un peu plus longuement certaines choses que d'autres, vous voyez? Ils n'ont pas osé, et ça, moi, je n'ai pas perçu, c'est parce que Sarah me l'a dit, ils n'ont pas osé, comme ils s'étaient engagés à faire, par exemple, direction 4 fois ou 2 fois, ils n'ont pas osé dire, est-ce que je ne pourrais pas plutôt allonger le côté école numérique avec le référent numérique parce que par rapport à mon stage, ça a du sens et que là, je pourrais être acteur. Ils sont restés dans l'horaire établi, ils n'ont pas changé l'horaire, ils n'ont pas eu cette souplesse-là, même si certains ont dit, ça m'a permis de pouvoir remplacer un collègue absent. Donc là, il y a eu quand même de la souplesse, mais on pensait qu'il allait en avoir plus. Ouais. Merci. Il y a une question qui est adressée à Caroline. Je vais d'abord lui poser à elle, mais les autres pourront évidemment y réagir. Enfin, il y a 2 questions, mais l'une plus grande que l'autre. On te demande avec le recul si tu vois une piste prioritaire dans l'amélioration de l'accompagnement des enseignants débutants. Et il y a l'autre question qui est peut-être encore plus courte. Est-ce que tu as recueilli l'avis d'enseignants expérimentés? Je propose de répondre à celle-ci rapidement, parce que je connais la réponse. Et puis ensuite, donner ton avis sur une piste prioritaire selon toi. Ok, donc pour la deuxième question, mon but c'était de le faire et puis on m'a dit que pour un mémoire c'était beaucoup trop conséquent. Donc je ne me suis pas lancée là-dessus et j'ai préféré m'occuper que des jeunes. Et pour la première, je pense vraiment que l'accompagnement avec quelqu'un d'expérimenté qui est prêt à le faire et qui est volontaire, qui veut bien aider, je pense vraiment que ça forme vraiment très bien, en tout cas d'expérience. Je trouve que ça m'a énormément formée et ça m'a permis à prendre une confiance assez importante pour mon métier et je me sens bien plus à l'aise actuellement, alors que j'ai même pas encore 5 ans d'ancienneté, de travailler. Et donc, je pense vraiment que d'avoir quelqu'un, un référent, qui est d'accord de le faire, mais toujours avec cette idée de cadrage.
Voilà. Et est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose dans la formation initiale précisément qu'on pourrait proposer, même si c'est en dehors des stages, par rapport à la compétence dont tu parles? Je trouvais très intéressant la dernière intervention parce que donc je me suis un peu retrouvée dedans quand elles expliquaient que quand on arrive, on débarque un petit peu et qu'on ne sait pas vraiment comment fonctionne l'école, etc. Et donc, je pense qu'une idée comme ça est très intéressante de pouvoir lier cette fameuse 4e année où on travaille en même temps et d'avoir quelqu'un qui est prêt à nous aider et qui est référent. Je ne sais pas à quel nombre de périodes il est possible. Et je trouvais très intéressant aussi le fait de pouvoir voyager. Parce que quand on commence rarement avec un temps plein dans une classe, en tout cas pour toute une année. Et d'expérience, moi, je ne fais que voyager. Donc, j'ai fait du flash, j'ai fait de l'aide, j'ai fait du titulariat, du co-titulariat. Et donc, c'est vrai que vraiment de montrer tout un panel du métier, je pense que c'est vraiment une très bonne idée. Voilà. Merci. Justement, par rapport à cette intervention-là, il y a une question qui est adressée à la direction, je dirais. C'est: un stage concret est-il faisable, réalisable sans le pilotage du directeur d'école? Et donc, on a ici Madame Balthazar, Sarah, qui a participé à la présentation, mais aussi dès le début partenaire dans cette recherche. Est-ce que c'est sans une participation de la direction, et moi j'imagine, ce n'est pas moi qui posais la question, mais dans une école secondaire où parfois on a beaucoup plus d'enseignants et peut-être des coordinateurs qui ne sont pas des directeurs, est-ce que c'est possible à faire selon elle? Ou est-ce que selon Madame Balthazar, le pilotage de la direction est un indispensable pour réaliser ce genre de stage? Mais, on m'entend? Oui. Vous le dites vous-même, hein, le directeur, il est le pilote. Hein. Donc, je pense quand même qu'il n'y a rien à faire. Il va insuffler les choses et la manière dont ça va se faire. Vraiment, ici, par expérience, quand j'ai présenté au maître de stage ce stage, elles m'ont dit oui parce que j'étais entre guillemets la chef hein, et que voilà, on va pas dire non, mais j'ai pris du temps avec elles pour leur expliquer l'objectif de ce stage et je pense que c'est le rôle du directeur d'expliquer ça. Alors en partenariat évidemment, bien sûr avec la haute école avec laquelle on travaille, mais il me semble quand même que ça reste dans les missions de la direction de pouvoir être là, rassurer l'équipe éducative sur cette nouveauté de stage et sur la manière dont on voit les choses et dont on va les aborder avec le maître de stage et les étudiants. C'est vraiment une collaboration. Voilà, c'est mon avis personnel en tant que directrice, mais et en plus, personnellement, je trouve ça important que la direction puisse s'impliquer dans l'accueil d'un stagiaire. Et alors après, tout ce qui est pédagogique, évidemment, va se faire avec les maîtres de stage, mais la manière dont le stage va se dérouler et en tout cas les objectifs et les perspectives, il me semble important que la direction puisse l'insuffler. Voilà. Merci beaucoup. Étant donné le titre de ce webinaire-ci, il y a une question à laquelle Sandrine a déjà répondu par rapport à la formation initiale telle qu'elle arrive maintenant. Tu as répondu par écrit. Donc, j'imagine que tu vois la question à laquelle je pense qui est la suivante. Au regard de cette perspective historique, pensez-vous que la réforme qui prend place actuellement, c'est attendu ou c'est un changement de cap complet? Et donc, je trouve que ta réponse est intéressante. Est-ce que tu veux bien la repartager, voire la développer si jamais tu le souhaites maintenant à l'oral? Oui, j'ai répondu très très brièvement parce que je pense qu'on peut en discuter des heures. Hein. Mais je pense en effet que c'est relativement attendu parce qu'on peut de moins en moins faire fi
des comparaisons internationales et de ce qui se fait chez nos voisins. Alors certes, notre contexte n'est pas transposable à ce qui est fait chez nos voisins, et donc à l'inverse, ce qui est fait chez nos voisins n'est pas directement transposable à notre contexte éducatif qui est quand même relativement spécifique. Mais de manière générale, le passage progressif vers une formation de niveau universitaire, donc ce que l'on appelle le niveau 7 européen, il est quelque part inévitable. Il est inévitable parce que c'est ce qui se fait dans la toute grosse majorité des pays qui nous ressemblent, hein, des pays industrialisés et plus encore des pays européens. J'avais à ma disposition, mais je ne la retrouve pas comme ça directement, une carte qui montrait vraiment qu'au niveau de l'Europe, on fait un peu à part des autres, et surtout pour ce qui est de la formation des AESI. Il y a très peu de pays européens où la formation des AESI n'est pas de niveau universitaire. Ça ne signifie pas que la formation doit être organisée par les universités. C'est une formation longue qui peut être organisée en codiplomation avec les hautes écoles, qui pourrait être organisée même que par les hautes écoles. Là n'est pas la question, mais une formation de niveau 7 et donc de type universitaire, elle m'apparaît être inévitable. Ceci dit, en effet, c'est un changement de cap chez nous parce que ici, compte tenu de la carte d'identité qu'elle prend et du format qu'elle prend, on bascule vers une codiplomation avec les universités, on allonge la formation, on bascule vers un principe de tuilage auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, donc l'idée que les enseignants du primaire, par exemple, soient formés pour pouvoir dispenser des cours dans le secondaire inférieur, moyennant une spécialisation, mais aussi en dernière année de l'enseignement maternel, donc qu'il n'y ait plus vraiment ces scissions entre les différents niveaux d'enseignement pour justement rendre le passage d'un niveau à l'autre moins brutal pour les élèves. Donc, tous ces éléments-là, évidemment, ça conduit à un changement de paradigme, et ça conduit aussi à des inquiétudes en termes de recrutement des futurs enseignants au sein des organismes de formation, et donc d'exacerbation quelque part de la pénurie si ces études en 4 ans n'attirent pas suffisamment de monde, et si on continue à avoir ce que l'on espère réduire compte tenu de la réforme de la formation, mais si on continue à avoir des sorties précoces de l'ordre de 35% dès les 5 premières années. Merci Sandrine. Et moi, je vais ajouter un point encore sur cette question-là, et qui va dans le même sens que ce que dit Sandrine sur le changement important, c'est que la formation a été, le décret a été voté, et donc pour mettre en place cette formation qui est réfléchie dans tous les instituts, que ce soit les hautes écoles, universités, promotion sociale ou les écoles supérieures des arts, il va y avoir une commission de coordination qui va devoir permettre la mise en œuvre et de régler tout ce qui est inconnu encore ou ce qui doit se discuter. Et cette commission, qu'on appelle la COCOFIE, elle est composée à moitié de représentants du supérieur et à moitié de représentants de l'enseignement obligatoire. Et donc, je pense que ceci est bien le signe d'un rapprochement entre la formation d'enseignants et ce que l'enseignement obligatoire fait au jour le jour, les difficultés qu'il a, les plans de pilotage, les choses à résoudre. Je ne dis pas faire des plans, hein, mais mettre en évidence les difficultés dans les écoles et comment essayer de les résoudre. Et je pense que ce rapprochement entre l'enseignement obligatoire et l'enseignement supérieur, quel qu'il soit, est vraiment un changement important. Donc, ce n'est pas seulement le fait de passer à 4 ans ou de travailler avec plus de partenaires du supérieur, c'est avec plus encore la présence des enseignants et des difficultés de l'enseignement obligatoire. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions qui étaient présentes. Si jamais quelqu'un en voit une autre, on a quelques commentaires sur le prochain Sous la loupe, hein, qui m'est directement adressé. Je vais m'exercer, je le promets. Et donc, c'est bien d'avoir des informations sur le format. On n'est pas toujours sûr du bon moment, mais on va continuer comme cela, je pense. Est-ce que une des intervenantes souhaite encore ajouter quelque chose maintenant? Sinon, nous allons clôturer dans le temps prévu. Et même si vous ajoutez quelque chose, on clôturera dans le temps prévu, donc ça tombe vraiment bien. Alors moi, je vais le faire. Je vais remercier non seulement les 4 intervenantes,
leur temps mis à disposition et le travail qui a été fait. Également toutes les personnes qui étaient présentes et qui ont participé via le Padlet, qui ont donné des informations. Et je vois qu'il y a une proposition pour une prochaine fois. On se réunira dans le comité ABC Éduc pour voir sur quoi travailler. Nous ferons des propositions, nous ferons avec les mêmes canaux qu'actuellement des informations. On vous invite à aller sur le site d'ABC Éduc. Cette session ici est enregistrée, sera disponible mercredi. Je pense que pour lundi, elle sera disponible sur ABC Éduc. Celle du mois de mars y est déjà. Voilà, je vous invite à ne pas hésiter à aller sur le site et comme Virginie, la coprésidente, l'a dit au début, pourquoi pas vous affilier. Virginie, est-ce que tu veux dire un dernier mot? Non? Non, merci à tous et voilà, merci aux intervenants. Je pense que ce sera le dernier sous la loupe pour cette année académique. Et donc, voilà, merci à tous ceux qui ont participé à ce nouveau format organisé par ABC Éduc. Et, et voilà, et j'espère on espère évidemment poursuivre dans cette lignée l'année prochaine, même si on espère, comme je crois que c'est Grégory qui l'a dit aussi, pouvoir vous voir en présentiel lors d'un ABCD en 2024. Hein. Je pense que ce ne sera pas pour 2023, mais pour 2024. Donc voilà, merci à tous.